ça a été vraiment 2 journées, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça a été 2 journées extrêmement denses et extrêmement riches, et où on sort vraiment enrichi de tous ces échanges. Je vais vous demander d'applaudir Gérard Aschieri et l'équipe qui a préparé cette université. Merci beaucoup. Merci aussi aux salariés, évidemment, qui sont toujours très présents, aussi bien pour la com, comme vous le voyez, que pour l'accueil, etc. Et je dis aussi un grand merci, bien évidemment, à tous les bénévoles, mais aussi aux intervenants, parce que nous avons eu des intervenants divers, variés, mais aussi de grande qualité. Alors, ce sont beaucoup de réflexions sur ces 120 ans de la loi, mais d'abord la Ligue, elle existait déjà, donc ça nous a permis de voir sur une table ronde que nous avons eu tout un parcours pour promouvoir la loi pour arriver à cette loi de 1905, mais aussi maintenant ce qu'il en est aujourd'hui. Donc c'est sur le temps long et c'est un peu naturel qu'on ait ce parcours et qu'il était bon de reposer aujourd'hui. Et on a pu se rendre compte que dès le début, on a pensé que la loi, c'était une loi d'ouverture, une loi de liberté, et non pas une loi contre les religions. Et on l'a vu à la dernière table ronde, c'est pas la façon de penser de la Ligue que ce soit contre les religions. Mais c'est bien une loi de liberté, justement. Quand on dit qu'il y a séparation des églises et de l'État, c'est justement pour qu'il y ait la liberté d'expression des religions. Et c'est aussi pour cela que actuellement, on parle non plus de liberté de culte, qui est l'idée de pouvoir s'exprimer dans l'espace public, d'exprimer sa religion, mais vous savez que dans la Convention européenne des droits de l'homme, maintenant on parle plutôt de liberté de conscience, de pensée, de conscience et de religion, ce qui est plus clair pour un public d'aujourd'hui, parce que liberté de culte, les gens ne comprennent pas forcément. Et quand je vois que, par exemple, je vous parlais en introduction que Jérôme Guedj voulait qu'il y ait un défenseur de la laïcité et qu'il parle de libre exercice des cultes, je me méfie, parce que ça pourrait vouloir dire que ce soit uniquement dans l'espace privé. Donc je me méfie un petit peu. Et je ne sais pas, mais c'est aussi la raison pour laquelle ce que je vous ai demandé en introduction, qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire? Eh bien, je lui ai dit qu'on n'était pas vraiment favorable, parce que tout dépendait justement de la façon dont on entendait la laïcité. Et justement, on sait que le Parti socialiste a promu la loi de 2004, donc comment on entend la laïcité? Ça n'est plus vraiment complètement une liberté de religion, mais il y a une restriction concernant des usagers, puisque les élèves sont des usagers. Donc ça a ouvert la porte à un certain nombre de dérives, puisque au fur et à mesure, on veut étendre de plus en plus l'interdiction à des usagers. Donc voilà, je vous réponds sur ce que j'ai dit, sans compter la question comme il s'agit essentiellement de problèmes de discrimination en réalité, et de discrimination religieuse, voire raciale, à raison de la race. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Si on a un défenseur de la laïcité, il y a un risque de chevauchement avec ce que fait le défenseur des droits, qui est sur les discriminations. Donc c'est jamais bon non plus de mettre en concurrence avec une personne qui serait chargée de la laïcité sans avoir une définition qui soit certaine de notre point de vue, en tout cas sur les libertés. Donc voilà c'est à peu près ce que j'ai répondu, parce que ça a été beaucoup plus long. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que la façon de vivre la laïcité aujourd'hui en France, c'est vécu justement beaucoup par certains qui sont ciblés comme quelque chose de discriminatoire, justement contraire à ce qu'était la loi de 1905, contraire à ce qu'est la liberté d'expression, la liberté de conscience. Et il a été question de mort professionnelle pour les jeunes femmes musulmanes, mais on voit bien qu'il y a une tentation à aller vers essayer d'avoir l'éradication d'une religion particulière, c'est la religion musulmane. Et là-dessus, c'est pour ça que j'ai réagi fortement aussi. Ce n'est pas le rôle de la Ligue de s'ériger en censeur de la pensée, au contraire, puisque c'est justement on est pour la liberté. Et donc ce n'est pas non plus à nous de faire une police de la pensée en déterminant qui dans la religion, dans telle ou telle religion penserait correctement, ne penserait pas correctement. C'est pas à nous de faire ça. C'est pour ça que je me suis un petit peu élevée contre ça, dans la
la mesure où, en plus, si on va sur ce terrain-là, on aboutit justement à des discriminations et avec le fait qu'on va cibler qui exactement. Mais l'action de la LDH est de préserver donc, le principe de liberté de conscience, liberté de culte, et donc on voit bien qu'il y a tout ce développement sur l'islamophobie, ce dévoiement du fait de l'islamophobie, ce qu'il y a aussi d'infantilisation des femmes, on nous l'a dit, hein, c'est précieux aussi d'avoir un témoignage direct, d'invisibilisation forcée des minorités, et la question de est-ce que c'est ostensible ou pas dans l'école, c'est aussi pour invisibiliser. C'est le ressenti des acteurs de terrain, de quartiers populaires sur la laïcité au quotidien. Et donc, on a tout un combat à mener, un combat qui est contre la discrimination. Mais au-delà, et il ne faut pas s'y tromper, les atteintes à la liberté religieuse dans l'espace public, parce que ça vient de plus en plus, et ça vient même maintenant, ça va plus loin, ça va jusqu'à l'espace privé, puisque vous avez dû entendre dire, je vous l'ai dit ce matin d'ailleurs, enfin hier matin, sur Laurent Wauquiez qui veut interdire le ramadan. Là, ça devient dans l'espace privé, hein, on est bien d'accord. Donc ça s'étend de plus en plus, et les atteintes à la liberté religieuse, en tout cas dans l'espace public, au nom d'une prétendue neutralité qui est de plus en plus prégnante et de plus en plus large, eh bien en fait c'est très sélectif d'ailleurs, parce qu'on n'interdit pas, on n'est pas en train de protester contre le pèlerinage à Lourdes, ni les pardons religieux en Bretagne. Bon, voilà, c'est en cela qu'il y a bien deux poids, deux mesures. Eh bien, mais ça, c'est justement ce qu'on combat. Eh bien, c'est symptomatique quand même aussi d'une dérive libérale à l'œuvre dans d'autres champs que le religieux, parce qu'on assiste aussi à une demande de neutralité politique dans l'espace public et pas seulement une neutralité religieuse. Mais ça va ensemble. Ça va ensemble tout cela. C'est l'idée qu'on ne doit plus, je vous parlais aussi tout à l'heure de la liberté d'expression, mais c'est pareil, on atteint la liberté d'expression politique à partir du moment où on commence à poser des limites sur une expression qui n'est pas de haine raciste, etc. Dans cette mesure-là, si c'est seulement politique, qu'on demande une neutralité, eh bien, on atteint la liberté. Et donc, on demande la limitation de l'expression militante dans l'espace public. C'est la lutte contre les colleuses d'affiches, c'est aussi contre les manifestations, etc. Il y a bien une volonté de contrôle de l'espace public, et ça, je veux dire, c'est plus large encore que la question de la neutralité religieuse. Et c'est une neutralisation au service du maintien d'un ordre qui est libéral, qui est conservateur, tout en niant tout débat et en invisibilisant toute contestation. C'est aussi pour ça qu'il est demandé la neutralité des associations. Et vous savez qu'on mène tout un combat, justement avec Julien Talpin, puisqu'on est vraiment partenaire sur ces questions-là, hein, la neutralité demandée aux associations. Et on voit bien que sont ciblées certaines associations musulmanes, bien sûr, mais aussi celles qui luttent pour les droits, l'accès aux droits des immigrés, mais c'est nous, parce qu'on est une association politique. Donc cette neutralité, elle s'étend en fait. C'est vraiment quelque chose qui est à l'œuvre et qui est une politique de dévitalisation de la démocratie. Et évidemment, je vous renvoie au rapport FIDH-LDH là-dessus. Hein, c'est la France, démocratie en décrochage. Et inversement, il se trouve que l'État, il réclame, au contraire, en ce qui concerne en tout cas la laïcité, il réclame de ne plus être tenu par la séparation de l'Église et de l'État. Il demande de plus en plus à pouvoir, en tout cas les collectivités territoriales qui sont issues de l'extrême droite, demandent de plus en plus à ne plus être tenues par il n'y a même plus en fait de faux semblants maintenant. C'est carrément, le catholicisme, c'est notre marqueur identitaire, donc il faut se rassembler autour du catholicisme. Donc on en est là. Et c'est en cela que c'est important de continuer à mener le combat sur ce que signifie vraiment la laïcité, quel est son sens, et ne pas se laisser prendre par tout ce discours identitaire et c'est joli une crèche, voilà ce genre de discours, parce qu'effectivement on est sur des discours d'extrême droite qui infusent dans la société. Donc notre combat, et je reprendrai le terme qui a été donné, c'est pour une laïcité
apaisée et inclusive. Et donc on est en première ligne contre la montée de l'islamophobie qui fait encore une fois le lit de l'extrême droite, mais aussi en première ligne pour préserver notre liberté d'expression individuelle et collective dans l'espace public et dont la réglementation ouvre la voie à l'illibéralisme répressif. Et je suis vraiment frappée de ce qui a été dit sur le fait que, par exemple, il a été dit tout de suite, j'ai noté que ça se passe par note interne dans l'État. Eh bien, figurez-vous, on va faire un contentieux là sur les notes internes concernant la politique migratoire de l'État. Ça ne se passe même plus par circulaire, c'est par notes internes qui ne sont même pas publiées. Et donc, du coup, on ne sait pas quels sont les... Vous voyez, c'est ce qui a été dit pour la laïcité. On ne sait même plus comment c'est appliqué par les différentes administrations parce que ça passe par note interne. Donc on va faire un contentieux spécial là-dessus parce que en fait c'est aussi contre la transparence de l'action publique. Donc c'est non seulement qu'il n'y a pas de politique publique contre les discriminations, mais c'est qu'en plus les politiques publiques sont menées de façon discriminatoire mais de façon invisible, sans transparence. Et donc ça c'est absolument important et essentiel de voir que ça touche toutes les libertés, y compris justement le fait que l'État doit mener une politique contre les discriminations et de façon ouverte. Et tout ce qu'il fait ça doit pas être opaque, parce que c'est comme ça qu'on peut lutter contre l'arbitraire de l'État. Et si j'en reviens au rapport Barouin, dont il a été beaucoup question aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que la laïcité telle qu'il voulait la promouvoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas la laïcité, puisque c'est justement une loi de liberté, donc ça n'est pas du tout la loi de la laïcité de 1905, mais il dit bien, en fait, c'est contre les droits de l'homme. Et tout est dit. Tout est dit. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a des attaques sur l'état de droit, parce que c'était en germe à travers cela. Et c'était à travers l'idée qu'on va lutter contre l'islam, donc on va sortir des droits de l'homme pour ça. Donc on crée un ennemi, et puis à partir de là, on justifie le fait qu'on ait créé cet ennemi par l'assimilation au terrorisme, parce que là plus personne ne réfléchit tellement ça fait peur. Et ensuite, on dit, pour pouvoir les attaquer, comme ils sont une partie de la nation, eh bien, pour pouvoir les attaquer, il faut sortir de l'état de droit. Et c'est pour ça que c'est particulièrement important aujourd'hui de lutter pour l'état de droit, parce que c'est une garantie des droits, d'une part, mais c'est aussi la possibilité d'avoir recours à des juges. Et il faut lutter pour que ces juges soient indépendants. Or, on voit du recul aujourd'hui, tellement la pression idéologique est forte, on voit qu'il y a de plus en plus de recul, y compris des juges. Donc il faut qu'ils soient indépendants, il faut qu'on lutte là-dessus, mais également qu'on lutte pour qu'ils puissent le faire. Parce que si on estime qu'on n'a plus besoin de juges sous prétexte qu'on nous dit gouvernement des juges, donc on balance les juges à la poubelle, on va se tourner vers qui alors? Qui va nous garantir nos libertés? Et encore une fois, tout se tient. La question des discriminations raciales, la question de la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir dans l'espace public sans être surveillé aussi. Parce qu'on a bien entendu aussi la question de la surveillance par les pairs. Le fait qu'on demande, vous devez, dans les établissements, nous donner les noms d'eux. Ça veut bien dire que c'est une surveillance par les pairs, PAIRS. Ça veut dire, et les associations, c'est pareil avec la loi séparatisme. On nous demande de dire s'il y a d'éliminer ceux qui ont des propos qui seraient contraires à la doxa gouvernementale. Donc c'est de cela dont il s'agit. Tout se tient et on doit absolument lutter pour les libertés et pour l'état de droit. Et dans l'état de droit, il y a la notion de principe d'égalité. Et il a été question Madame avait posé la question, est-ce qu'il y a des chiffres? En fait, il y en a aussi, pas forcément sur la loi de 2004, mais en tout cas sur la tolérance et sur l'indice de tolérance, mais aussi sur l'évolution des discriminations, etc. C'est la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui le fait chaque année à travers le rapport, et vous savez qu'on y participe activement. Eh bien, figurez-vous que dans le budget qui était voté au Sénat avant le rejet du budget total, mais au Sénat, il était en train de passer, enfin, il avait été décidé par la Commission des lois, le fait qu'il y ait la suppression quasiment totale de budget pour un certain nombre
de commissions, comme la CNCDH, comme la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, comme enfin, un certain nombre, et puis une baisse pour d'autres défenseurs des droits, etc. Donc on est en train d'attaquer directement à travers le budget, on attaque l'état de droit. Et spécialement pour la CNCDH, il y avait déjà des attaques par rapport à cette étude, justement, ces chiffres. Parce que pour cela, il faut payer un laboratoire et il suffit de ne pas donner les moyens de le faire. Et on n'a plus les chiffres. Donc vous voyez comment c'est insidieux, hein, les attaques. Ça va aussi sur... Là, il a été question d'une commission d'enquête, j'en discutais en 2 minutes pour qu'on puisse promouvoir ça ensemble. Mais c'est insidieux parce que, ok, on peut peut-être réussir à avoir une commission d'enquête, mais bon, on verra. Mais en tout cas, vous voyez, quelque chose qui existe chaque année et qui est attaqué pour qu'on n'ait plus la possibilité de réfléchir, d'avoir du support. Et qu'est-ce qu'on a quand on n'a plus de support? Eh bien, on n'a plus que des fausses nouvelles, des on-dit, des présupposés, etc. Et ça aussi, c'est toute une attaque sur la science et sur la réalité des faits. Et ça, il faut vraiment lutter. Et nous sommes, vous savez, que nous avons créé une coordination pour les libertés académiques. Et peut-être que vous avez entendu parler du fameux questionnaire que nous avons réussi à faire suspendre. Merci Marion Angier, d'ailleurs, sur cette question qui a été notre avocate. Eh bien ça, c'est aussi une lutte à mener. Voilà, donc je finis par en disant qu'il y a eu plein d'idées et je pense que quand il y a la restitution des ateliers, ça donne aussi des idées sur l'idée d'investir la formation des enseignants, de faire des fiches. Alors je redemande, parce que je l'avais déjà fait, mais je redemande au GT laïcité de faire des fiches spéciales pour pouvoir dire comment on agit concrètement à l'hôpital, en entreprise, etc., etc. On en a besoin. Mener la bataille culturelle également contre les fausses... Quand je parlais de fausses sciences, de faux récits, terrain, c'est ça, c'est le faux récit historique pour créer un faux roman national, mais qui encore une fois infuse l'idée que la nation française ne serait pas multiculturelle, mais serait uniquement catholique, etc., Racine, etc. Bon, voilà, j'en finis là pour dire que merci encore à tous, merci d'être fidèles à cette université d'automne et de réfléchir ensemble, c'est précieux de pouvoir être ensemble pour le faire, et bon retour. Au revoir.